Bienvenue sur ce nouveau format. L'After the Race se renouvelle. Bienvenue sur l'After the Race USGP. Bienvenue évidemment aussi à Adeline et Nathan. Bonsoir à vous deux. Comment Bonsoir, allez-vous? Julie. Très bien, et toi? Et Nathan, comment vas-tu? Bonsoir Adeline, eh bien écoutez, ça va très bien. Je pense que je vais faire un arrêt cardiaque avant la fin de la saison, à ce rythme-là, hein, mais bon, on va faire avec. Eh bien Ouais. justement, on va pouvoir parler, donc me voici à la caméra, on va pouvoir parler donc du sommaire prévu pour cette vidéo d'un nouveau format. J'espère que ça vous plaira, donc d'ailleurs n'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous faire part de vos remarques. Voilà, donc on est parti sur le sommaire, let's go. Donc on a évidemment une qualif, une course à l'américaine, ça c'est la première partie de cette vidéo. On va aussi avoir Fernando Alonso l'indomptable, parce que là il y a quand même beaucoup de choses à se redire, et les mécaniques dans tous ces états où justement on va pouvoir reparler notamment de la fiabilité à la fois de moteur, des pièces, que ce soit des changements avant ou après, et des problèmes évidemment durant la course malheureusement. Donc on est parti avec une première information, et évidemment c'est la qualif et la course en avant. Donc on a une petite partie qualif qui se déroule d'une façon très classique. On a des performances qui se retrouvent un peu comme celles de début de saison, c'est-à-dire Red Bull bien placé, on a Mercedes très confortable. Et par contre, on a Ferrari qui, mine de rien, ressort un petit peu son épingle du jeu. Et donc, on va pouvoir parler de ça parce que c'était des équipes un peu discrètes, finalement, ces derniers temps. Et est-ce que, par exemple, Ferrari fait partie des équipes, des écuries qui vous ont surpris pour les qualifs? Oui, Vas-y, pour Adeline, ma si tu part, veux. oui. Oui, pour ma part, oui, elles avaient un bon rythme tout le long. Surtout en essai libre 1. Deuxième, c'était plus du test pour voir ce qui correspondait le mieux pour les réglages. Les essais libre 3, ils étaient corrects aussi. Et puis, en qualif, ils étaient vraiment présents, quoi. Parce que ensuite, bon, Nathan, tu peux nous contredire là-dessus, bien évidemment, mais Oui. on a McLaren qui était pas nécessairement meilleur. Il y avait du bien, mais on... Ben, tu vois, par rapport à ce que tu disais, moi je suis pas super surpris parce que Ferrari, normalement, c'est une équipe qui est en haut du tableau. Et du fait que aussi, maintenant, les deux Ferrari ont l'évolution moteur. Et on a vu que cette évolution moteur, elle fait du bien à la Scuderia. Et comme tu vois, je le disais par rapport à McLaren en début de saison, mais milieu de saison, ils sont pas réguliers, c'est en dents de scie leur truc. Il y a des circuits où ils sont à l'aise, d'autres non, oui, non, et ça fait que ça. Alors que Ferrari, on voit qu'il y a une régularité, c'est plus linéaire. Certes, Charles a manqué de chance en début de saison, mais on voit que c'est quand même plus régulier. Ils sont bien plus réguliers, ils sont présents. Voilà, faut compter aussi sur le doublé McLaren pour à Monza pour remettre McLaren au-dessus de Ferrari. Mais on voit que même avec ça, il n'y a que 4 points qui les séparent. Eh oui. Pour le moment, c'est avantage à Ferrari. Et ça justement, sur la fin de la vidéo, on va en reparler parce que ça a quand même beaucoup de, il y a beaucoup de rebondissements et on a 6 écuries qui vont se battre potentiellement jusqu'à la dernière course pour se départager en fait. C'est quand même pas anodin. C'est pas souvent au niveau des saisons. Justement, je tiens, pourquoi pas, à commencer sur cette partie-là avant de passer à la course. Déjà, vis-à-vis de la saison 2021, est-ce que vous l'adorez? Oui. Oui, clairement. Oui. Donc, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une saison comme ça, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas eu ou quasiment pas eu de Grand Prix où on s'ennuyait. On s'est dit, ouais, c'est bon, c'est machin qui va gagner, c'est bon, c'est pas la peine. Il n'y a aucun Grand Prix quasiment qui. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
Et si c'est vraiment comme ça jusqu'au dernier virage du dernier tour du dernier GP, moi je vous préviens, je vais faire une tachycardie. Hein. Va falloir m'amener le défibrillateur et tout. Hein. Parce que moi, ça va être une saison folle. Hein. Dis pas ça, il y a une spécialiste. Il y a une spécialiste aussi, Adeline, spécialiste tachycardie. Hein. Je vais finir en syncope, ça c'est clair. Ah mais là c'est clair, waouh, c'est un super championnat et je crois que c'est la première fois depuis des années qu'on a un championnat aussi serré à la fin de la saison. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Bon là certes l'écart s'est un petit peu creusé, mais quand on regarde, ça reste quand même. Ouais, l'écart s'est creusé de 12 points, mais ça reste infime quoi. De 12 points au final. Il suffit d'un abandon que tout est rejoué, quoi. Ouais, mais bon, tu regardes, pour le prochain Grand Prix, si Max est sur le podium, c'est quand même Max qui est devant au championnat. Quelle que soit sa position. S'il est deuxième ou troisième, Max est quand même premier au championnat. Si Lewis gagne, bien sûr. Parce que si Lewis gagne. Si Lewis n'est pas sur le podium, ben là oui, c'est clair, mais... Mathématiquement, pour le prochain Grand Prix, Max peut être premier pour 1 point. Si Lewis est premier, que Max finit 3ème et que Lewis prend le point du meilleur tour en course, Hamilton est 2ème pour un seul point. Mais c'est quoi ce championnat ? Et puis il faut pas oublier les demi-points qui comptent beaucoup aussi. Hein. Donc là en l'occurrence, plus pour le championnat constructeur du coup. Mais voilà, c'est ce qui est sûr, c'est que là Max Verstappen pour ce qui est des qualifs 18ème pole, quand même, ça commence à faire à faire de l'effet. Et on a évidemment une espèce de classique qui s'est remis en place avec du coup Lewis qui est juste derrière et Sergio Perez qui pour le coup était à nouveau là, donc c'était intéressant sur les qualifs. Ça fait plaisir. Et évidemment Valtteri Bottas qui était là aussi, mais 5 places pour le moteur. Voilà, donc ça on va en parler après, tout ce qui est fiabilité, changement de pièces, parce qu'évidemment 5 courses ça va compter énormément, donc par ailleurs je fais un petit rappel, 5 places pourquoi ? Il avait déjà eu le changement de moteur, donc on divise par 2 le nombre de pénalités, de places de pénalité pardon, pour le prochain changement de moteur. Donc là logiquement même si Valtteri refait encore un changement de moteur, si je dis pas de bêtises, ça sera à nouveau 5 places, et pas 10. Donc là, pour le coup, ils peuvent jouer là-dessus aussi. Donc, bon, bref. Ouais. On va partir sur la course, parce que alors là, la course, là, il y a des petites choses sympas. Donc, évidemment, on a différentes petites choses à redire. Hein, on est d'accord là-dessus. on a quand même un sacré départ, mais surtout un départ manqué de Max Verstappen, parce que c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Au début, c'était pas Max Verstappen qui était devant, au premier virage. Et pourtant, ça aurait pu. Mais voilà, mauvais départ, ça arrive. Et mauvais départ aussi pour Nicolas Latifi et Lance Stroll. Un contact au premier virage. Déjà qu'ils sont pas nécessairement en bonne posture, autant dire c'était fini quoi. Là leur course était déjà enterrée. Mais donc on a différentes petites choses à se redire là-dessus sur la course, parce que c'est là où justement on a un Fernando Alonso qui nous a sorti des bagarres comme pas possible. Et ça on va en parler après. Et premier point, qu'est-ce que vous pouvez en redire sur la Red Bull sur le circuit ? Parce que finalement, elle n'était pas nécessairement plus forte a priori que Mercedes, mais elle est sortie du lot. Tu vois, je vais te contredire, si la Red Bull était plus forte que la Mercedes. Oui, elle était plus forte, parce que on a vu que tu regardes, sur le début du Grand Prix, Verstappen est resté dans la boîte de vitesse de Lewis, mais elle n'a pas bronché. Elle avait tout le dirty air, tout ça, elle a pas branché. J'ai les pneus qui surchauffent et tout, nanani nanana, mais
Non. Rien que dalle. Hmm. Regarde, en qualif, Max a mis 2 dixièmes. C'est quand même pas mal de dixièmes au vu de la course, de ce qu'on voit maintenant, des écarts. Ça commence à faire. Et même, tu regardes sur le dernier relais, Max a montré de la sérénité. Il savait qu'il avait des pneus qui étaient plutôt qui étaient plus usés que Hamilton, mais il s'est pas dit ah ouais faut qu'on attaque, il faut que cet écart qui font parce que l'écart a énormément fondu, mais il s'est pas précipité, il a dit l'écart fond, il est derrière moi et il va remonter, il va tout faire pour revenir le plus vite possible sur moi, il va taper dans sa gomme, moi je gère ma course, je garde des pneus et les 3 derniers tours c'est ce qu'il a fait, ah bah il est derrière, bon maintenant il a le dirty air, donc du coup je vais en profiter pour faire en sorte que ses pneus avant surchauffent. Et pendant ce temps j'ai augmenté un petit peu le rythme, et on a vu que il lui reste encore du rythme suffisamment pour mettre Lewis en mauvaise posture, et c'est ce qui s'est passé. Exactement. Il a gardé un gros potentiel pneu, et pour une fois qu'il a maintenu ses pneus en bon état, et il a su attaquer au bon moment et profiter aussi du DRS sur Mick Schumacher. Qui l'a permis aussi de ne pas se faire trop approcher. Ça l'a aidé. Quand on regarde, pas tant que ça. Le DRS n'a pas tant aidé que ça. Hein. Parce que juste avant, tu vois qu'il a l'arrière qui glisse. Et d'ailleurs, une chose assez intéressante que j'ai relevée par rapport au petit résumé de Canal+, qui disait que Lewis Hamilton se plaignait de l'arrière de sa voiture. Comme quoi il était trop sensible, et que le fait d'avoir arrêté le développement de la voiture, voilà, ça n'avait pas aidé. Mais justement, il y a une petite chose aussi qui était importante vis-à-vis de la course, parce que forcément ça s'est bataillé, c'est la stratégie pneumatique. Parce qu'on a vu Red Bull partir bien avant sur les arrêts. Donc finalement, on a Max Verstappen qui est rentré très tôt dans les stands, comparé à Lewis qui a fait finalement l'undercut. Et ensuite Sergio, mais un peu trop tard. Donc forcément, le temps qui aurait pu être gagné, et pourquoi pas permettre à Lewis d'être au même niveau que Sergio, s'est retrouvé en fait à être derrière. Donc c'est vrai que la stratégie elle a joué un grand rôle sur cette course là aussi, parce qu'on a eu quelque chose qui mine de rien a marqué le coup pour Max, parce qu'à chaque fois il repartait devant. À chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 tours de trop chez Lewis. Oui. Sur le deuxième relais de Lewis, ils ont dit 6 au début, et sur le coup il est sorti à 7 ou 8 tours après. Je crois oui. Ouais, 7-8 tours. Et à chaque fois on a vu que Red Bull était devant au niveau de la stratégie, et Mercedes a subi la stratégie Red Bull, un peu comme ce qui s'était passé au Grand Prix de France. Au Grand Prix de France, Mercedes avait totalement subi la stratégie Mercedes. Non, Mercedes qui subit la stratégie Mercedes, hein. Ouais, non. Si, la si. stratégie Red Bull. Non mais t'as raison Nathan, excuse-moi, mais t'as raison. Ils subissent leur propre stratégie. Pourquoi? Parce que finalement, ils n'arrivent pas à contrecarrer la performance de Red Bull. Que ça soit sur piste ou que ça soit dans les stands. Donc forcément, derrière, il faut qu'ils tentent des trucs, et puis des fois ils se prennent les pieds dans le tapis. Bon, ça arrive pas fréquemment, mais quand ça arrive, on avait déjà vu des arrêts catastrophiques par les précédentes saisons, et ça les mettait bien dans le pétrin. Donc forcément, ça me rappelle un peu le GP d'Allemagne, enfin bon voilà. Mais voilà, c'était déjà une saison d'arrière. Bref, et voilà, donc Mercedes c'est pas une équipe invulnérable. Ils sont pas insaisissables, et on nous le rappelle encore une fois, même, on peut le repréciser, Yuki Tsunoda, je suis désolé, il a encore tenu Valtteri Bottas, donc encore une Mercedes, alors qu'il n'a pas du tout la monoplace. Et pourquoi? Parce que ça, du coup, Nathan, tu apprécies beaucoup le dire, la Mercedes n'est pas faite pour être dans le peloton. Oui.
Oui, ça fait des années que je le dis là. Mais après, c'est normal. C'est un problème qui est tout à fait normal, puisque Mercedes domine quand même la catégorie depuis un certain nombre d'années. Donc la voiture est conçue en conséquence d'être aux avant-postes. Sauf que du coup, les solutions que Mercedes apporte pour une voiture qui est normalement leader, qui est toujours aux avant-postes, et quand on la met dans le peloton, ça marche moins bien. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Ce serait Ferrari, ce serait le même constat. C'est pas juste, voilà, c'est qu'ils se sont plantés. C'est juste que voilà, quand on est leader, qu'on est toujours aux avant-postes. Quand vous développez votre voiture en conséquent pour se dire voilà, la voiture a l'air le plus pur possible, le plus clair clean pour fonctionner, elle marche du tonnerre, mais bon, par contre, ça coince quand on est dans le peloton et voilà, c'est ça fait des années qu'on le voit, ça changera pas. Peut-être que maintenant ça changera un peu, mais c'est comme ça. Parce que après, à la rigueur ça, Adeline, tu vas pouvoir nous redire aussi. On va parler du cas Fernando, parce que là, Fernando, je suis désolé, il nous a régalé. Donc c'est parti jingle, parce que là franchement c'était juste génial. Donc on était vraiment sur un contexte qui lui plaisait énormément en fait. Il était de partout. Il était infernal en fait. Il a clairement fait le taf. Peut-être un peu trop musclé, parce que il s'est fait rappeler à l'ordre on va dire plusieurs fois. Un peu plus d'une fois. Donc, allez, qu'est-ce qu'on peut redire des batailles en début, milieu de course, notamment avec Fernando? Qu'est-ce que tu peux en redire ça là-dessus, Adeline? Il était complètement monté sur 100 000 watts. Je pense qu'il était peut-être un peu mal luné. Mais après c'était... Dans sa tête, il fallait qu'il remonte et là, il a voulu remonter un peu trop mal, pour ma part. Mais après, il nous a régalé quand même avec ses batailles avec Giovinazzi et Raikkonen, quoi. Et c'était au contact aussi. Ouais. Ouais. Allez, un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là. C'était au contact, mais j'ai envie de dire, oui, c'est la course, quoi. Et voilà. Fernando Alonso, 42 ans, retraité, papy. Vous avez vu ça où? La 20 ans dans sa tête encore, je l'ai déjà dit, mais il a 20 ans. Voilà, c'est Fernando. Et même, il a râlé, ça fait plusieurs Grands Prix où on le voit, montrer à la FIA que leurs règles sont stupides. Le problème des circuits modernes avec les grands dégagements, montre que c'est totalement stupide, certains trucs. En Russie, où il tire tout droit au premier virage, il va comme un avion de chasse là et tout. Et il remonte il rend les positions, mais il montre là, en concret de faire, mais vous avez vu votre règle, c'est totalement débile. Et même là, par rapport au fait que Raikkonen le dépasse en dehors de la piste, mais qu'il nous dit non, le dépassement il est valide. Il montre, alors que sur le règlement, c'est écrit noir sur blanc que un dépassement en dehors des limites de la piste, c'est pas autorisé. Mais est-ce qu'Alonso il a pas fait exprès de faire autant de contacts pour essayer de comparer les règles qui sont un peu débiles, quoi? Est-ce qu'il le fait pas un petit peu exprès de pousser la chose pour montrer que la FIA ne fait pas vraiment des pénalités ou des choses un peu mal faites, quoi? Peut-être, mais dans ce cas-là, il montrait. Là, clairement, il a râlé, il a totalement le droit, parce qu'il dit attendez, il me dépasse en dehors des limites de la piste, mais il garde la position. Mais attendez, c'est pas ce qui a été écrit noir sur blanc sur le règlement. Attendez, vous foutez un peu de ma gueule là. Ouais, et après il double sur Giovinazzi et il a dû rendre la position. Oui, voilà, donc. Voilà. Mais attendez, je pense qu'il a fait un peu exprès pour justement montrer un peu les différences et les décisions des commissaires. Voilà, alors que voilà, c'est un problème, comme le disaient des pilotes sur ça, c'est que c'est quelque chose, il montre ce que les fans hurlent depuis des années. Il a montré de dire attendez, les gars là, vous voyez bien, les fans ils le disent depuis des années, et moi je le dis aussi, attendez, il faut arrêter les gars. Mais bon, la FIA, à mon avis, ne fera jamais rien, malheureusement.
Ouais, mais je pense qu'Alonso, il va continuer à jouer sur ça encore. Mais il a totalement raison. Bien sûr. Il est là depuis des années et des années. Ça fait plus de 20 ans qu'il est en F1. C'est comment ça fonctionne. Donc, prenez de. Si vous voulez faire un règlement sportif, prenez un vieux briscard comme Alonso pour le faire. Comme ça, Bien il sûr. vous dit oui, ça c'est débile, ça dégage. Ça c'est intéressant, ça on peut le garder. Ça, c'est complètement con. Qui a écrit ce truc? Vous le sortez. Et là, on aurait un règlement qui est bien mieux. Alors que, malheureusement, je ne sais pas comment sont écrits les règlements sportifs, mais on a l'impression de dire que c'est... Attends, j'ai une idée. Regarde, ça là. Hop, s'ils mettent deux roues dans le bac à gravier, et ben, ils peuvent pas doubler. Des trucs comme ça, c'est... Mais, Des défenses tiens, de route, comment ils écrivent. Tiens, on peut redire l'enchaînement de derniers virages avec les track limits, justement, t'en parles. Mais est-ce que, justement, enfin, sur ce circuit-là, oui, ça force les pilotes à réagir différemment. Mais en soi, ça représente aucun danger. Oui. Donc là, parce que donc pour rappel, le track limit sur ce virage-là, c'est les 4 roues derrière la ligne de la piste. Blanche. Ouais. Donc avant le vibreur. Donc forcément, si t'es encore sur vibreur, tu peux avoir un intérêt toi quand tu roules. Oui. Mais eux, ils disent non, t'as pas respecté les track limits, c'est terminé. Donc pour le coup, ça aurait pu poser des problèmes. D'ailleurs, il y a eu des drapeaux noir et blanc là-dessus. Donc Verstappen a pris une réprimande. Donc ça aurait pu mal finir. 3 fois rien. Bah oui. Il a pris une réprimande. On regarde les images, tu fais. Mais là, vous déconnez, les gars, quoi. Eh, mais c'est ça le problème. C'est ça. Ouais. C'est on va dire, c'est une mauvaise appropriation du règlement finalement, une mauvaise interprétation, parce que en soi, qu'est-ce que pour nous spectateurs, ça change qu'il fasse 3 mm plus à droite ou 3 mm plus à gauche? Mais après, voilà, on en revient toujours sur la même chose, sur les limites de la piste. C'est toujours un débat, il faut respecter le tracé, tout ça. Bah oui. Mais voilà, faut prendre en compte, il y a beaucoup qui ont rigolé par rapport à l'IndyCar quand ils sont venus sur Kota. Là, les 2 derniers virages, l'avant-dernier virage, ils allaient tout au fond et tout, ils revenaient et tout. Mais ils prenaient rien, parce que c'est normal, parce que dans la mentalité américaine, le circuit est défini par les limites naturelles. Donc ça veut dire l'herbe et le gravier. Donc si tu vois de l'asphalte, un pilote il est pas bête, il voit de l'asphalte, il se dit oh je peux gagner 3 dixièmes, est-ce que j'y vais? Oh non j'y vais pas. Attends je peux gagner 3 dixièmes donc je vais pas y aller, attends, ça respecte pas le circuit. Ah non, il va y aller. Il va y aller. S'il peut gagner du temps, c'est son métier, c'est d'aller le plus vite possible sur un circuit, donc du coup il va pas se gêner. S'il voit qu'il y a moyen de gagner 3 dixièmes, il va le faire. D'ailleurs, il y a un certain virage où on a vu que, notamment Raikkonen, il aimait bien prendre à l'intérieur. Hein, on est d'accord. Là, pour le coup, il a bien coupé le virage. Là, il était vraiment plus que limite. Mais il a pas été noté. Ça a pas été noté, cette partie-là. On n'a jamais eu de remontrance pour dire qu'il avait dépassé les track limits à cet endroit-là. Hein. C'était virage 10 Je sais que le virage 10 était sous surveillance quand même. Il devait être dans le corridor et puis ça passe. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour revenir un petit peu à la base avec Fernando Alonso, il nous a régalé, on est bien d'accord. Ah bah oui. Bon. C'est clair. Oui, ou même les Sainz avec les McLaren. Ce dépassement, ouais. au début. Et oui, ils m'ont fait par les McLaren. Ah, mais là le pauvre Carlos, il devait se dire ah je vais où il y a 2 McLaren. Les McLaren, elles étaient en mode kamikaze. Ouais. Ah mais là il était là. Allez les gars, passez, faites votre affaire. Moi je bouge plus. Vous faites ce que je voulais, je tire tout droit. Regardez, je tire tout droit, voilà. Laissez-moi tranquille.
Mais en tout Laissez-moi cas, c'est faire clair ma que c'était course. plaisant. Alors ça le circuit il permet ça aussi et parce que bon, on n'aurait pas vu ça sur bah déjà à Monaco, ça c'est clair net précis. Mais sur Non. Monza, ça aurait pas été si facile par exemple de retrouver ce cas de Non. figure. À Monza, tu fais ça avec les vitesses qu'ils prennent. Là, tu fais pourvu que Daniel n'éternue pas, pourvu que Norris n'ait pas la main qui gratte, hein, parce que là, Ouais. Non mais c'est pour ça que c'est aussi magique des premiers tours comme ça, en ayant juste parce que finalement il y a eu l'accrochage Latifi et Stroll et après on a failli avoir à la sortie de justement de Nicolas Latifi un nouveau truc pas cool avec Esteban Ocon notamment qui lui rentrait pour les gommes qui était déjà à nouveau en piste. Bon, Ouais, fallait que ça se c'est calme limite. là-dessus parce que bon, on voulait une course propre et finalement on l'a eu. Le reste, ça s'est très bien passé. ça a été- il y a eu 2-3 petites touchettes, mais bon, c'est la course, on relève même pas. Donc, Carlos qui râle à la radio, ben oui, il a raison de râler, parce que ben c'est comme ça, c'est le sport, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le truc qu'on n'aime pas trop voir, hein, parce que allez, battez-vous au lieu de parlementer, mais voilà, ça aurait été la merde, ce Daniel aussi aurait crié, aurait hurlé dans sa radio, donc. Ah mais ça aurait créé au scandale, hein, ça c'est clair. Tu vois, nous en tant qu'handballeur, des fois, tu vois, si on est pris un petit peu à la limite et tout ça, on va faire un petit cri pour dire voilà, pour essayer d'avoir un penalty et d'essayer de marquer un but. On est pas, voilà. Si on peut gagner un but de plus, tu vois, on va pas se gêner. Va pas nous faire croire que tu fais du foot, hein, parce que là c'est fini. Non, non, on simule pas. On simule pas. On Non. crie pour dire comme si quelqu'un nous avait attrapé au cou. Et de faire en mode qu'est-ce que tu fais quoi. Se rouler par terre, à faire j'ai mal à la tête alors qu'il m'a touché le bas de l'orteil gauche. Non, nous on n'est pas comme ça. Bon, on va parler, justement tu parles de choc, tu parles de... On va parler de fiabilité, parce que ça la fiabilité a un énorme trait d'importance pour la fin de saison. Donc là on va aborder à la fois la mécanique, la fiabilité, parce que là clairement on peut pas dire que c'est souris à tout le monde sur ce Grand Prix, notamment notre trouble fête Fernando Alonso, parce que c'est son aileron arrière qui lui posait problème. Il a failli se mettre au tas, c'est ce qu'il expliquait. On a aussi, donc pour le coup, on a aussi Esteban, on a eu différents problèmes quand même qui sont pas anodins. Et moi quand je revois les différents abandons, je me dis c'est quand même couillon parce que on a Pierre qui était dans le même rythme, voire même un meilleur rythme que Yuki. Et il se retrouve pénalisé par la suspension qu'il lâche, quoi, l'arrière. Donc pour le coup, ça forcément ça aide pas. Et après, on a aussi l'autre aspect qui est l'aspect en amont du Grand Prix. Donc on en parlait déjà, Valtteri Bottas qui avait eu sa pénalité pour le moteur. On a eu du coup Fernando qui avait changé une grande partie de ses pièces. On avait George Russell et puis Sebastian Vettel. Et parmi ceux-ci, il n'y a que, pour le coup, Sébastien Vettel qui sort son épingle du jeu, hein, parce qu'il n'y a que lui qui est dans le top 10. C'est d'ailleurs la meilleure remontée. Donc voilà, qu'est-ce que parce que là on va à la fois avoir le parti GP et la partie saison, parce que là on sait qu'il y a 5 courses, mais on sait que là pour le Grand Prix ça a eu un énorme impact parce que Sébastien Vettel a peut-être aussi performé parce que les pièces étaient plus fraîches. Donc qu'est-ce qu'on peut en ressortir de ça Je vais laisser d'abord la parole à Aline, comme ça pour nous redire. Honnêtement, je sais pas. Fais parler Nathan parce que là, j'entends mon fils gueuler en même temps. Ouais, bon, allez, vas-y, Nathan. Nathan, vas-y, excuse-moi. Ouais, il y a ça, mais il faut pas oublier aussi. C'est quoi ce circuit? C'est quoi ces bosses? Oui. Hein. Les voitures ne sont pas conçues pour rouler avec autant de bosses. Le circuit que j'ai derrière moi, oui,
quand on y va, il faut être accroché. On le sait, c'est un circuit, pour ceux qui connaissent pas, c'est le circuit de Sebring. Si vous connaissez pas, allez voir des vidéos des 12 heures de Sebring, vous verrez des voitures, faire des sauts, des prototypes qui pourraient rouler au Mans, faire des sauts et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Là c'est exactement ce qu'on a eu mais avec des F1, sauf que des F1 ça va beaucoup plus vite, ça a beaucoup plus de charge aéro. Ben, la plupart des problèmes, la suspension de Gasly qui casse, c'est à cause des boss, tout simplement. Le problème d'aileron arrière de Alonso, les boss. Pour Ocon, c'est quoi? On n'a pas eu Pour Ocon, c'était peut-être bien une alerte moteur, mais j'ai un doute. Ouais, bon. Parce que après le problème que tu vas avoir avec Esteban, c'est ils ont préféré le faire rentrer. Donc, ouais, tu vois, donc, quand t'as si c'est ce une alerte genre de moteur, réaction, voilà. Oui, donc là c'est autre chose, mais après on a vu qu'il y a eu une virtual safety car pour enlever un débris qui à mon avis n'est pas dû à un contact, mais plutôt à cause des boss. Un morceau qui s'est détaché. D'ailleurs, on sait toujours pas à qui il appartient ce morceau. Bah, alors, je vais lancer un appel à tous ceux qui regarderont la vidéo. Si vous avez quelconque information, veuillez vous adresser à. Non mais il est clair que bon, ce serait pas sur la route 66 qu'il faudrait perdre la petite pièce, parce que là c'est des grandes routes, mais c'est surtout pour faire la petite transition sur une piste, un circuit américain comme ça qui est bosselé. Évidemment, quand tu perds des pièces, bah, ça fait pas plaisir. Oui, et surtout, ce qui est assez choquant, c'est que ce circuit n'est pas vieux. Mais il est refait, ils essaient d'aplatir les boss, ils essayent de quand ils peuvent. Ouais. Mais bon, c'est un circuit le premier Grand Prix, c'est quoi, 2014 2012, non? Ouais, je crois que c'est plus. C'est pas avant? Ah, 2012, je crois. Ouais, 2012. Donc voilà, il est pas si vieux que ça. Et on a déjà des problèmes de boss qui sont quand même des sacrés boss, parce que là, dans l'enchaînement ultra rapide, style Macop, Beckett, tout ça. Et je ferai pas la blague cette fois-ci, oui. Ah, mais tu peux, hein. Donc, dans McDo Bucket, donc voilà. Ah oui, parce que version américaine de Macop Beckett, donc de McDo Bucket. Ben, dans ces endroits-là, quand même, on arrive à fond, on amène beaucoup de vitesse. Voir autant de boss à cet endroit-là, ben non, là ta voiture elle décroche. Il y a de la chance qu'il y a du dégagement, parce que là, ta voiture décroche comme celle de Raikkonen, t'as le mur qui est proche. Là, ça ferait méchamment bobo. Et de voir ça sur un circuit qui est assez récent, c'est pas normal. D'ailleurs, tu fais bien de reparler de Raikkonen parce que... En MotoGP, ils s'en sont pleins. Ça fait plusieurs années, je crois que ça fait 2 ou 3 ans où la MotoGP se plaint des boss. Maintenant, c'est les pilotes de F1 qui s'en plaignent. Et les autorités, c'est... Ouais. Sauf que non. Non, ils peuvent pas se permettre qu'ils fassent ça au circuit de Sebring, de dire il y a des boss et que les autorités fassent rien, c'est normal parce que c'est le circuit de Sebring. Si vous retirez les boss du circuit de Sebring, ce n'est plus le circuit de Sebring. Ok, mais là non. Ce circuit n'a, j'ai envie de dire, pas d'histoire particulière. C'est un circuit certes qui est joli, le tracé est plutôt joli. La montée, c'est le premier virage. C'est la première fois que j'ai vu ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce mur? Parce que c'est littéralement un mur. Le tracé est joli. On est aux États-Unis. Les Américains aiment bien la F1 parce qu'on l'a vu ce week-end, il y avait énormément de monde. Et mais ils ont estimé à 400 000, hein. Oui, sur le week-end. C'est dimanche. Non, c'était sur le week-end, je crois. Ouais, sur le week-end. Oui, sur l'entièreté du week-end, sur le week-end. Mais on peut estimer qu'il y avait facilement 200 000, hein. Parce que tu comptes aller 100 000 les deux autres jours et puis t'as tes 200 000 le lendemain parce que c'est plein craqué. Donc passer, enfin en post-Covid, si je me dis pas de bêtises, c'est le plus gros nombre. Hein.
Ouais, c'est un record apparemment. Ouais, ouais, Donc, ça. moi c'est ça qui est intéressant aussi, et j'espère que l'année prochaine on va pouvoir être tranquille là-dessus, revivre des belles courses et y aller sans crainte et sans se prendre la tête, parce que là on va avoir un sacré paquet de photos, de vidéos à se faire sur circuit. Là clairement j'attends que ça. Donc après évidemment il y a une autre partie qu'on va évoquer juste avant pour la fiabilité encore une fois, c'est l'année prochaine mais surtout cette année, parce que là il reste 5 courses, donc là 5 courses ça va aller vite, mais est-ce que les pièces vont pas lâcher avant? Parce que là finalement la suspension de pierre, tu dis que c'est les boss, ça on est d'accord, mais le problème c'est que tu peux pas épargner par exemple un vibreur, tu peux pas épargner un choc, tu peux pas voilà, donc forcément sur 5 courses ça paraît peu, parce que bah, mine de rien on est à moins d'un quart de la saison, mais voilà, c'est il y a quand même quelques petites phases où il va falloir être vigilant à ce que tu changes, parce que il y a des quotas qui sont pas dépassés, donc tu peux encore, mais les moteurs c'est chose très précieuse, hein. Ouais, Oh, oui. par contre, tu vois, moi je m'inquiète un petit peu. C'est sur la fiabilité du moteur Mercedes. Mm. Parce que je trouve quand même ça un peu suspect qu'au bout de 2 Grands Prix, ils aient déjà besoin de changer le moteur de Bottas. Je trouve que quand même c'est vachement. C'est peu. C'est le 3e moteur en 4 Grand Prix, donc c'est énorme. C'est énorme. Mm. Bon, Lewis pour le moment il a pas eu ce problème-là. Mm. Mais. Ça ne serait tardé quand même, ça ne serait tardé Ça me parce serait que tardé, ouais. Je pense que Mercedes, il faut qu'ils surveillent ça de très près. Parce que si c'est des problèmes de vraiment se dire que le moteur est HS, enfin, HS, je m'en entre guillemets, J'entends. qui. trop sensiblement proche de la fin. Ouais, voilà. C'est- Ouais. Voilà, qu'il est. Qu'il est pas. Qui s'use beaucoup plus vite. C'est surprenant, surtout venant de la part de Mercedes. Hein. Ouais, mais après tu le dis, oublie pas Nathan. Là c'est la première saison où vraiment ils sont pas confort, Oui, ils sont souvent, oui, c'est bien clair. plus souvent dans le peloton, ce qui n'était pas nécessairement le cas. La Valtteri Bottas clairement il est noyé, hein. Hier il a rien pu faire. Donc évidemment il y a cette partie là de à la fois fiabilité mais contexte. Parce que forcément, Max Verstappen, pour le moment, il est quand même bien au niveau de sa monoplace. Qui rentre en jeu. Il est bien au niveau de sa monoplace, mais il est souvent devant, finalement. Il est souvent devant. Donc, est-ce qu'il n'économise pas de son moteur aussi, pour le coup? C'est possible. Parce que Perez, Possible. lui, on peut le retranscrire différemment, parce que lui, il est plutôt économe. Donc, de toute façon, ça se rééquilibre comme ça. Mais si c'est la monoplace qui veut ça... Oui, en sachant que prendre en compte que certes les Red Bull sont sur leur 4e moteur toutes les deux, sachant qu'elles en ont perdu un qui était neuf sur des accrochages. Ouais. Donc on va dire si on prend pas ces moteurs de Joker, ça veut dire que le bloc Honda est vraiment bien plus fiable que le bloc Mercedes. Après, ils ont Littéralement. travaillé d'arrache-pied. Oublie pas Littéralement, ouais. qu'ils ont avancé leur programme pour que justement le moteur qui était prévu initialement pour les années suivantes, mais surtout pour l'année prochaine, ont été tout balancés pour cette année. Donc, Ouais, c'est ce qui forcément, veut dire qu'il y a eu un énorme step en avant. Hein. et peut-être un risque de Et prix aussi, colossal. parce que finalement on parle de fiabilité, mais ils ont peut-être pris un risque niveau fiabilité justement pour dire vas-y on fonce. Et ça se trouve c'était le pari gagnant. Et on le saura d'ici la fin d'année et certainement l'année prochaine aussi. Parce que si on voit que l'année prochaine il y a le même taux de changement de moteur chez Mercedes et chez on va dire Honda pour faire plus simple. Parce que bon, je ne veux pas parler que de Mercedes mais aussi d'Aston et voilà. Mais forcément ça va jouer parce que l'année prochaine il y aura des monoplaces différentes. Si la Red Bull elle a un niveau de performance toujours équivalent en termes de positionnement sur la grille, parce que bon après évidemment les monoplaces l'année prochaine seront pas aussi rapides, mais Si, justement, elle serait vas-y. apparemment aussi rapide. ah bon bah voilà. Merci de me démentir. Allez, bonne soirée. J'adore ça.
Non, mais y a pas de souci. Mais donc bon, bah voilà. De toute façon, après, le problème c'est que ça reste des estimations. Donc les estimations, tant qu'on Voilà, n'aura pas les monoplaces vraiment en piste, bah, notamment lors des essais hivernaux. Donc là, ça va être 8 jours d'ailleurs. Ça va retomber sur un truc plus confortable pour les pilotes. Et surtout, c'est important pour les nouvelles monoplaces. Donc Ah, voilà, là, oui. on a une fiabilité qui est inconnue pour l'année prochaine, mais qui est d'autant plus inconnue pour la fin de saison. Parce que si jamais tu changes une pièce à 2 GP de la fin, ça te fait des pénalités, et que par-dessus tout, ça joue sur le championnat constructeur et le championnat pilote, tu commences un petit peu à avoir la pression, je pense. Oui, oui, en plus, Donc, on l'a vu que Lewis n'est pas sûr qu'ils doivent encore changer de moteur. Hein. Hmm. Et Mercedes, il réfléchit toujours. Hein, mais sauf que là, pour le cas Lewis, c'est un peu compliqué parce que c'est un très gros risque. Hein. Au vu du championnat, c'est un très gros risque. Mais bon, peut-être qu'il faudrait mieux qu'il change de moteur pour s'assurer, allez, quitte à perdre 5-6 places, voire un peu plus, allez, on va dire une dizaine en qualif et remonter et bon, faire un P4, assurer quand même des gros points, que ben, de pas changer le moteur, de dire non, 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 il faut pas, et qu'en course, le moteur fasse ça. Toto, un petit problème, le moteur il fume. Je vois des flammes dans mon rétro. Et qui perdent tout, qui marquent aucun point. Max qui gagne par derrière. Là, c'est fini. Mais c'est pour ça que justement ça va être très intéressant. Et donc bah, pour le coup on va aborder cette dernière partie de live. Et ben voilà. Il fallait bien qu'il y ait un lapsus. Et voilà, bah oui, exceptionnellement on n'est pas sur un format live ce soir. Donc c'est un format enregistré évidemment. Donc par ailleurs j'en profite de ce lapsus pour vous redemander à ne surtout pas hésiter à commenter cette vidéo pour pouvoir justement nous apporter pourquoi pas des idées et qu'on puisse continuer à améliorer, parce que là on a déjà une possibilité de s'améliorer. Merci d'ailleurs à Jeff là-dessus et à Alban qui ont bossé de leur partie sur Endurance Live, notre groupe Endurance, et qui pour le coup me permettent aussi d'utiliser cette présentation et après d'autres formats qui sont apparus aussi, les jingles notamment qu'on va certainement apporter dans les lives, et la petite musique en fond aussi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, c'est une première vidéo comme ça qui sort des lives qu'on a fait récemment, et donc n'hésitez pas, même si je sais qu'elle sera très peu remontée parce qu'on fait un format qui essaye d'être assez concis, assez pratique pour relire. Donc voilà, n'hésitez pas à recommander cette vidéo, c'est très important pour nous, pour qu'on puisse s'améliorer et que tout le monde y retrouve son compte. Donc on va reparler du classement forcément à l'issue de cette course. Donc là on a Max Verstappen qui engrange de gros points devant Lewis Hamilton, Sergio Perez, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas qui galérait pas mal, Carlos Sainz, Lando Norris, Yuki Tsunoda et Sébastien Vettel dont on a parlé tout à l'heure. Évidemment il n'y a pas que cet aspect là qui compte, on a l'aspect classement pilote. Donc le classement pilote, on a 12 points d'avance pour Max Verstappen. Donc là ça commence à compter fort, comme tu le disais Nathan, des podiums à chaque fois et Max Verstappen se met à l'abri souvent. On aura évidemment l'occasion de reparler aussi de la place de Lando Norris. Est-ce qu'il serait capable de se faire doubler par Charles Leclerc d'ici la fin de saison, parce que finalement il a repris un peu du poil de la bête. Et on va retrouver Gasly qui lui est avec Fernando Alonso qui ont perdu beaucoup, parce que pour le coup des abandons ça coûte cher, surtout quand tu es dans les points. Donc ça on va pouvoir en reparler dans les prochains after the race. Et évidemment un dernier point, et là c'est le point primordial, c'est le classement constructeur, parce que à la différence du classement pilote, Valtteri Bottas a ramené plus de points, donc forcément derrière Mercedes arrive pour le moment à s'en sortir. Donc ils sont toujours devant, parce que aussi Lewis fait le taf. Valtteri Bottas, il est là pour ramener des points, mais bon, on va dire que Sergio Perez, c'est pas nécessairement suffisant non plus. Donc on va voir d'ici la fin de saison, c'est ça qui va être intéressant. Et évidemment, on a McLaren, Ferrari, après on a Alpine et AlphaTauri. Donc c'est une bataille à 6 constructeurs. Et ça pour le coup, on aime bien, on adore.
Donc voilà, ça va être le feu jusqu'à la fin. On a 5 courses. Le Mexique dans 2 semaines, enfin 1 semaine et demie on va dire. Et ensuite on va avoir le Brésil, là ça va être autre chose. Et après on va attaquer la partie Arabie Saoudite, la partie arabe. On va avoir les 3 derniers Grands Prix. Donc là ça va être vraiment le feu. Je sais toi Adeline que tu voulais parler un peu de W Series, donc je te laisse la parole là-dessus. Parce que t'as pas mal regardé les courses, forcément avec les horaires c'était pas très pratique. Mais, non, mais voilà, c'est pas grave, ça les horaires. Après, c'est la première course était à minuit 30 et la deuxième course était à 18h, donc ça allait quand même. Pour les 2 courses, donc la première course, Jamie Chadwick a remporté la course, suivi de très près de Alice Powell, l'américaine, l'anglaise. Américaine ou anglaise? Powell, je crois que c'est américaine. Anglaise. C'est sûr? Ouais. Okay. Anglaise. Je te crois. Il y a qu'une seule, et c'est Cook qui est américaine. Et donc voilà, mené sa course tout le long. Et deuxième course, Chadwick qui mène la course avec 4 secondes d'avance sur Abigail Poulin, qui a à peine 18 ans, qui est la plus jeune conductrice en W Series, et qu'elle est seulement pilote de réserve à l'heure actuelle. Et elle a remporté le championnat, que je dise pas de bêtises, d'une vingtaine de points d'avance à peu près. Et elle est championne pour la 2e fois. Bon, ouais, moi il y a quand même une chose que je tiens à préciser, parce que nous on apprécie fortement on va dire la diversité qu'il y a aussi au niveau des courses, que ce soit la W Series, F3, F4, F2, F1 évidemment. Mais je tiens à préciser, en termes de monoplace, la W Series n'est pas convaincante, et c'est dommage, parce que c'est pas du tout de la faute des pilotes, hein. Clairement, je veux dire, au contraire, elles devraient être mises plus en valeur, parce que là, à l'heure actuelle, on a l'impression de leur enfourguer des monoplaces dépassées, parce qu'on leur fait pas confiance. Et ça c'est agaçant, en plus de potentiellement avoir des créneaux pas très favorables. Ça encourage pas grand chose. Je sais que quand j'ai le temps, je le regarde parce que c'est quand même intéressant, surtout qu'il y a avec le nombre de pilotes, c'est quand même assez intéressant. Et évidemment, on aimerait bien, quitte à avoir des F3 ou des F4, faites la compétition avec les gars quoi. Arrêtez de vous prendre la tête à faire que gars filles, ça sert à rien. Par rapport à ça, tu vois, Winnie, j'ai quelque chose à dire. Le fait que les filles n'utilisent pas la même monoplace que la F3, je pense que c'est à cause d'un contrat d'exclusivité par rapport avec Dallara qui fournit les monoplaces en F3. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les voitures que utilisent les pilotes pour le championnat F3, c'est des F3 qui sont fabriqués par Dallara. Dallara fournit aussi les F2. Donc je pense qu'ils ont un contrat d'exclusivité de dire voilà, nous on fournit les championnats FIA F2 et FIA F3. Mais voilà, on a les exclusivités, on fait ce championnat-là. Le reste, vous n'en donnez pas de châssis pour les autres championnats. C'est ce qui se passe, c'est que dans la W Series, c'est Tatus qui fournit le châssis F3 régional. Donc, ça pourrait s'expliquer par rapport à ça. Mais après, il est vrai que séparer les filles et les gars, c'est débile. Certes, l'idée en soi de faire cette catégorie pour les mettre en avant, pour avoir de la pour les booster, d'avoir de la médiatisation, tout ça, pour qu'elles se fassent connaître plus facilement, tout ça, c'est une bonne idée, c'est une bonne intention. Moi, je pense que ça part d'une bonne intention. Certes, voilà, je suis d'accord, il faut que les femmes ne sont pas plus bêtes que les hommes pour conduire. Il y a des pilotes qui sont très très bonnes en pilotage,
Ça, même, je pense qu'elles sont meilleures, même certaines qui sont meilleures que certains qu'on voit en F1. Donc, donnez-leur leur chance. C'est bien pour ça que aussi, donc voilà, avec les différents invités qu'on a pu avoir, je pense à Célia Martin, on a eu aussi mince, je perds- Dorian, hein. Bah oui, on a Dorian. Enfin, je veux dire, les différents pilotes, que ce soit ceux qu'on a pu avoir en live, ceux qu'on soutient, qu'on souhaite voir aller de l'avant, ben elles sont pas mises en avant par le système qui lui considère que Oui. malheureusement Bah, c'est clair. il faut faire une aparté entre un groupe de pilotes au féminin et un groupe de pilotes au masculin et ça pour le coup c'est dommage. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient évoluer et j'espère que ça permettra ce petit tremplin parce que après tout on peut se dire aussi ce serait dommage qu'une femme arrive en F3 et que pour X raisons elle se fasse complètement avalée par le système et qu'elle tombe dans l'oubli. Parce que si jamais il y a un problème de sponsor, quoi que ce soit qui fait qu'elle tombe dans une équipe un peu moins performante et qu'elle performe pas, on dira bon bah ça y est les femmes elles sont pas performantes. Donc là l'amalgame est super facile et c'est pour ça qu'il faut absolument que ça puisse aussi pourquoi pas continuer à grimper pour permettre ça plus tard. Mais pour permettre quelque chose qui soit sur des bonnes bases. Et en plus, on regarde, tu vois, dans tout ce qui est endurance, que ce soit ELMS ou WEC, on voit que les choses commencent à évoluer. Mais je pense que c'est un peu bête de séparer les femmes et les hommes, parce qu'elles sont tout aussi capables que les autres. On le voit que ce soit en WEC et en ELMS pour la partie endurance, où les mentalités sont en train de changer. Notamment du côté de chez Ferrari, ça bouge pas mal, avec le team Iron Lynx qui a une voiture qu'ils ont appelée Iron Dame, où c'est un équipage 100% féminin qui cartonne. Qui clairement cartonne. On a dessus une jeune française, Dorian Pain, qui l'an dernier roulait en Clio Cup. Elle a été dans les finalistes de la Ferrari Driver Academy par rapport au programme féminin que Ferrari a lancé. Et maintenant, elle roule dans une 488 GTE et GT3. Elle n'a pas 18 ans. Ouais, 17, ouais. Elle a 17 ans. Et une jeune comme ça qui se débrouille, qui a un très bon coup de volant, elle va lui dire ah non, mais en fait, tu vas pas pouvoir aller en F1 parce que, voilà, quand t'es une femme, c'est totalement ridicule. Elle montre qu'elle a le talent. Et elle a un potentiel énorme, cette fille. Elle a un potentiel énorme. C'est une fille qui pourra aller très loin. Très loin. Donc, justement, est-ce que peut-être qu'elle intégrera le programme Hypercar de Ferrari. C'est fortement possible. Et est-ce que vous pensez, moi je l'espère bien, est-ce que vous pensez que d'ici 2030 on pourrait avoir une femme en F1 en tant que pilote officiel? En tant que pilote officiel. J'espère aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de pilotes qui ont été en pilote de réserve, mais c'est tout. Mais voilà, ça arrivera. Un jour ou l'autre, ça arrivera. Ils le font. C'est parce que voilà, je vais encore le répéter, mais on a tous un cerveau, que ce soit les hommes comme les femmes. On sait, pareil, autant un sexe comme l'autre, l'utiliser à bon escient. Voilà. Et surtout, il y a une autre chose qui est importante à préciser, parce qu'on n'en a pas nécessairement parlé, c'est la force physique. La force physique, autant justement dans les petites catégories, elle peut être encore importante, autant jusqu'en F1, après ça n'a plus d'importance. Plus autant, la différence ne se fait plus. Donc voilà, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, le karting est plus contraignant et plus exigeant que la F1. Enfin, alors, oui, il y a les forces G, oui, il y a différents paramètres, mais en termes de force physique, alors, par rapport à ça, par rapport à ça, je vais t'apprendre quelque chose, Willy. Vas-y. Par rapport aux forces G, à toute personne.
les corps, les femmes résistent mieux au jet que les hommes. Oui. C'est À vrai. cause, c'est une particularité par rapport au bassin, qui fait que le centre de gravité des femmes est légèrement plus bas, et ce qui fait qu'elles résistent beaucoup mieux aux forces de jet. Et c'est notamment un trait qui est très recherché chez les pilotes de chasse féminins. Bon, Ils bah, en engagent après, ils privilégient les pilotes féminins sur les avions de chasse maintenant parce que justement elles résistent mieux aux forces de jet. eh ben, ça va faire un bon slogan pour la fin. Si vous voulez vous coucher moins bête le soir, bah, suivez les After the Race. Voilà. Il y a- Non. Suivez mes conseils. Ouais, moi si tu veux. Donc, bon, en tout cas, merci pour cette soirée bien sympathique. Évidemment, vous qui regardez la vidéo jusqu'à maintenant, vous pouvez vous abonner, vous pouvez évidemment liker, partager, commenter la vidéo. Et évidemment, on tâchera de continuer à améliorer nos formats et à suivre aussi vos idées. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter. Sur ce, encore merci à vous deux, Adeline et Nathan. On se retrouve pour le prochain After the Race. Évidemment, ça sera le Mexique. Donc, allez va! Sortir le. Tu veux sortir Oula. le chapeau mexicain? Ah, il faut que je m'en trouve un. Allez, un petit sombrero. Je vois bien, Nathan, la prochaine fois en mariachi. Ah oui. Ouais, La mariachi. cucaracha, la cucaracha. Bon, bah écoutez, bonne soirée et puis on se retrouve pour le Mexique. Ciao, ciao! Ciao. Ciao.